J'étais en train de tourner la vidéo sur le terrorisme au Sahel, comme ça, ce sera toujours le cas, on va toujours en parler. Et je suis tombé en fait sur un truc qui m'a beaucoup surpris, ça m'a choqué en fait. Ça, c'est une publication qui date du 18 octobre, AES Info. Surprise à l'ONU. L'abstention de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sur la résolution anticoloniale. Choquant. Lors du dernier vote à l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution visant à condamner le colonialisme sous toutes ses formes et à réclamer des réparations pour tous les pays colonisés, voici ça, c'est écrit là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont choisi de s'abstenir. Je répète, lors du dernier vote à l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution visant à condamner le colonialisme sous toutes ses formes et à réclamer des réparations pour tous les pays colonisés, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, des pays qui ont été colonisés. La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont choisi de s'abstenir. C'est encore quoi ce kung-fu? Cette décision a suscité de nombreuses interrogations, notamment au sein de la société civile africaine, qui s'attendait à une condamnation unanime de ce passé douloureux. Mais évidemment qu'on s'y attendait. L'abstention de ces deux pays, pourtant historiquement marqués par la colonisation, a surpris de nombreux observateurs. Elle interroge sur les raisons qui ont poussé ces États à ne pas se joindre au consensus international en faveur de la décolonisation et des réparations. Je suis choqué, je suis outré. D'autant plus quand on connaît les déclarations de Bassirou Diomaye Faye. Voici en juillet qui disait qu'il critique la CEDEAO parce que c'était une organisation soumise aux puissances étrangères. C'est lui qui disait encore ça en juillet, non? Et on doit même parler loin, toujours aux Nations Unies. Il y a 3 semaines, c'est lui qui a fait ce discours. Écoutons ensemble. C'est-à-dire, au vu de ces déclarations, moi, ça me trouble en fait. De la présente session qui guide nos discussions nous invite à repenser nos responsabilités collectives et à nous assurer que les principes fondamentaux des Nations Unies, définis il y a près de 8 décennies, continuent de porter la promesse d'un monde plus juste et plus équitable. Mesdames, Messieurs, nous vivons dans un monde troublé où les principes de la Charte des Nations Unies, qui prônent l'égalité, la justice et le respect des droits humains, sont chaque jour mis en mal. Les conflits s'étendent, les inégalités se creusent et les crises climatiques aggravent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le monde. De surcroît, nous assistons à une remise en cause inquiétante du multilatéralisme, à un moment où l'humanité en a le plus besoin. Le monde doit se regarder en face, sans complaisance. Les valeurs que nous avons juré de défendre sont piétinées dans plusieurs régions du globe. Que l'on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Dakar ou ailleurs, chaque être humain est porteur de cette égale dignité, une dignité qui transcende les frontières, les cultures et les appartenances religieuses. C'est notre devoir à tous de veiller à ce que cette dignité soit protégée et respectée pour chaque être humain, sans exception. Ce devoir est l'essence même des Nations Unies. Pourtant, nous constatons chaque jour que le droit international, ciment de la paix mondiale, est souvent violé. Des résolutions adoptées par cette Assemblée sont ignorées. En tolérant ces violences répétées, nous foulons aux pieds les principes de la Charte des Nations Unies et sapons les fondements même de cette maison de la paix. Bon, moi, vous écoutez ça et vous vous demandez comment est-il possible qu'il s'abstienne donc quand on parle de réparation sur le colonialisme. Il a pris l'exemple de Gaza, colonialisme. Il a pris l'exemple du Sénégal, colonialisme. Il a parlé du Sahel, colonialisme. Et on parle de réparation, il s'abstient de voter. C'est troublant. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'a troublé. Vraiment. Maintenant, on peut passer à la vidéo d'aujourd'hui. On va parler du terrorisme au Sahel qui est étroitement lié à l'implication des régimes occidentaux, avec des États tels que les États-Unis en tête. À mesure que la politique néocoloniale de l'Occident rencontre de l'opposition croissante, il devient de plus en plus difficile pour ces puissances
de masquer, de cacher, de dissimuler leur collaboration avec certains groupes terroristes. D'ailleurs, les groupes terroristes même les plus violents. Oui, ils sont leur bad combi, comme on dit. Bien que le temps passe, les méthodes employées par ces puissances n'ont que très peu évolué. Hein. Vraiment, on connaît la chanson. Ce qui diffère aujourd'hui, c'est l'incapacité de l'Occident à pouvoir nier les faits, désormais évidents. Un autre aspect clé réside dans la manière dont les États-Unis organisent les rôles de leurs alliés et leurs subordonnés, bien évidemment, notamment au sein de leur sphère d'influence. Les échecs successifs du modèle néocolonial de la France-Afrique, aggravés par les récents bouleversements et soulèvements populaires dans le Sahel, témoignent du rejet de ce système. Ces soulèvements portés par des forces patriotiques et panafricaines, en quête d'un ordre international multipolaire déjà, ont mis en mal les intérêts occidentaux dans la région. En réponse, le bloc occidental dans son ensemble cherche à activement se venger, visant donc à réprimer ces mouvements souverainistes et leurs alliés qui prônent aussi le monde multipolaire. Leur objectif est non seulement de sanctionner les forces du Sahel qui ont décidé de se libérer, mais aussi de limiter l'effondrement de leurs intérêts sur le continent africain. Face à la perte de contrôle, notamment montrée par l'expulsion des troupes américaines et françaises du Niger, Washington tente de reprendre l'initiative en Afrique à travers plusieurs stratégies. Première chose à prendre en considération, c'est la Confédération des États du Sahel, qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cela constitue une menace directe pour les intérêts occidentaux en Afrique. Cette alliance basée sur une vision panafricaine et alignée avec le camp multipolaire s'oppose donc fondamentalement à l'influence occidentale. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir freiner l'essor de l'AES et de ses projets donc ambitieux, les États-Unis s'appuient non seulement sur certains États d'Afrique de l'Ouest, restés alignés sur les intérêts occidentaux, on a vu quelques exemples tout à l'heure, mais également sur leurs alliés traditionnels comme la France et l'Ukraine. Ces régimes sont littéralement devenus des relais d'influence pour Washington. Et ils jouent un rôle contre les dynamiques panafricanistes émergentes en Afrique. Ce qu'on doit retenir, c'est que cette redistribution des rôles et la tentative de maintenir un contrôle sur le continent africain reflètent en fait la volonté du bloc occidental de résister à l'avancée de l'ordre multipolaire et aussi par ricochet de résister au renversement de l'ordre unipolaire dirigé par l'empire le plus meurtrier de la Terre que sont les États-Unis. Là maintenant, on va parler d'un truc assez violent. Comme vous pouvez lire là, lorsque la propagande occidentale soutient ouvertement le terrorisme, c'est plus qu'un fait. C'est un constat devenu aujourd'hui évident pour tout le monde. La France continue de s'appuyer sur des réseaux d'agents clandestins actifs en Afrique et sur une machine de propagande ciblant les États africains souverains et alignés sur le bloc multipolaire, en particulier ceux de l'AES. Cette propagande vise à alimenter une guerre psychologique contre les États en légitimant indirectement les groupes terroristes, pourtant officiellement, selon eux, combattus par Paris depuis des années, n'est-ce pas? Du moins, ils prétendaient combattre les terroristes. Ils prétendaient. On sait aujourd'hui très bien comment ça se passait. Le paradoxe est même devenu flagrant. Les mêmes groupes que la France prétendait éradiquer se voient désormais présentés comme étant des alliés informels lorsque leurs actions servent les intérêts stratégiques de l'Occident. Maintenant, dans leurs médias, ils ne parlent plus des terroristes, ils parlent d'opposition. Ah, quand on est complice des massacres. Quant à l'Ukraine, un autre allié des États-Unis, son rôle est encore plus nuisible. Kiev collabore étroitement avec des réseaux terroristes opérant non seulement au Sahel, mais aussi au Moyen-Orient, y compris avec des forces alliées à Al-Qaïda. Cette proximité montre la dérive de certaines puissances occidentales prêtes à s'allier avec ceux qu'ils désignaient encore il y a quelques jours comme étant leurs ennemis absolus, du moment que cela sert leurs objectifs géopolitiques. Quand on dit que c'est même eux qui créent et financent le terrorisme dans le monde, on pense que c'est la blague. L'exemple de la Syrie nous enseigne. À l'époque, des groupes affiliés à Daesh ou Al-Qaïda étaient présentés comme étant de bons groupes, de bonnes organisations, tant que ceux-ci s'opposaient au président syrien Bachar al-Assad. Mais on connaît déjà tellement leurs méthodes. Dans cette logique, donc, on a le journal français Le Monde, que vous pouvez voir là, qui tente de minimiser l'implication de l'Ukraine en qualifiant ces terroristes de rebelles. Cette rhétorique, cette manière de parler rappelle l'échec français à combattre efficacement le terrorisme au Mali
et dans d'autres régions du Sahel, où ces mêmes groupes sont aujourd'hui utilisés comme étant des instruments d'influence de la France, n'est-ce pas? D'influence même de l'Occident en règle générale. Vous pouvez lire là le titre. Dans le nord du Mali, des drones ukrainiens éclaircissent l'horizon des rebelles. Depuis cet été, les combattants du cadre stratégique permanent à dominante Touareg utilisent ce type d'armes pour lutter contre l'armée malienne et ses supplétifs russes de Wagner, avec l'appui discret mais déterminant de Kiev. Ça, c'est quoi ça? Et en plus, nous avons Kiev qui vient pratiquer le terrorisme en Afrique. Je ne sais même pas, avant la guerre en Ukraine, je ne pouvais même pas situer l'Ukraine sur une carte. Je ne savais même pas que le pays existait. Ce schéma-là qu'on vient de voir, piloté par Washington, révèle une stratégie plus large visant à restaurer l'ordre néocolonial en Afrique. Tous les alliés occidentaux sont mis à contribution à travers diverses opérations, que ce soit des réseaux d'argent clandestins, des campagnes de désinformation, la manipulation médiatique et l'exploitation directe des groupes terroristes pour pouvoir maintenir le chaos. L'objectif final de tout ça est de freiner l'élan des forces panafricanistes et de compromettre la stabilité que des alliances comme l'AES s'efforcent d'instaurer avec l'appui de partenaires multipolaires. Face à la pression exercée par l'axe occidental, les nations de l'AES adoptent une stratégie offensive et défensive coordonnée qui vise donc à consolider leur souveraineté et à contrecarrer les ingérences extérieures. En pleine guerre contre le terrorisme semé et entretenu par la France et l'OTAN, les dirigeants de ce pays, que d'aucuns se sont plu à qualifier de plus pauvres de la planète, entreprennent de relever le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises en s'attaquant au prix de produits de première nécessité, et tout cela sans pour autant relâcher l'effort de guerre. Ainsi, on a eu la baisse du prix du carburant qui est passé de 540 à 499 francs CFA et du gasoil de 688 à 618 francs CFA. La baisse de 50% des prestations des soins dans les hôpitaux. Et là, il y a quelques jours, la baisse du prix de la tonne de ciment qui passe de 90 000 à 55 000 francs CFA, prix de Niamey, car il y a de petites variations selon les régions. Tout ceci va booster le secteur des travaux publics. Par ailleurs, les exportations de riz, de mil, de sorgho, de niébé ou de maïs sont interdites, sauf bien entendu vers le Mali et le Burkina qui font partie de la Confédération AES, pour éviter une inflation sur le marché intérieur. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ali Lamine Zeine détricote les contrats léonins, remet la main sur les ressources minières et travaille activement à l'autonomie et à la montée en puissance du Niger dans plusieurs secteurs. La première pierre d'une usine de fer à béton a été posée à Karma. Le processus de construction d'une nouvelle raffinerie et d'un complexe pétrochimique d'une capacité de 100 000 barils jour minimum à Dosso a été lancé. La nouvelle école nationale de pétrole et de gaz a été inaugurée à l'université de Zinder. Et grâce à l'acquisition et à la mise en fonction d'un accélérateur linéaire le 15 octobre, les Nigériens et citoyens de la sous-région peuvent désormais faire traiter leur cancer du sein et de la prostate par la radiothérapie au Centre national de lutte contre le cancer de Niamey. Ça n'arrête pas. Les forces de l'AES se structurent autour de plusieurs axes. Je peux en citer 5 là. Premier point, mobilisation internationale. Les pays de l'AES dénoncent activement sur la scène mondiale les méthodes terroristes et les manipulations géopolitiques des puissances occidentales. Ils cherchent à exposer la nature opportuniste des alliances entre l'Occident et certains groupes armés, autrefois désignés comme étant l'ennemi, mais qui sont aujourd'hui instrumentalisés et les alliés les plus confiants du monde occidental. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre
permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité. Ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres, uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Deuxième point, la réduction de l'influence médiatique occidentale dans la région. La lutte contre la désinformation et la propagande devient une priorité. La guerre, c'est surtout la propagande. Les autorités sahéliennes continuent d'augmenter les interdictions sur les médias qui font la propagande des intérêts occidentaux et encouragent la diffusion de narratifs alternatifs à travers donc des plateformes non seulement locales, mais aussi des plateformes panafricaines. En 3, nous avons la collaboration militaire renforcée avec la Russie. Les États de l'AES développent des partenariats stratégiques avec Moscou pour renforcer leurs capacités militaires et sécuritaires. Mais pas seulement, il y a aussi des partenariats économiques. Les contrats militaires avec la Russie incluent la fourniture d'équipements, la formation des forces locales et une coopération opérationnelle visant à repousser les menaces terroristes et à assurer la stabilité intérieure. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Donc cette réalité géopolitique est là, il faut la suivre. Il faut regarder ce qui est en train de se passer. Mais aujourd'hui, l'AES se bat pour ça. Pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer. En 4, nous avons le contrôle des ressources stratégiques. Les nations sahéliennes connaissent l'importance d'exploiter souverainement leurs richesses. Les richesses naturelles comme l'or, l'uranium, le lithium, etc. pour pouvoir financer leur développement et renforcer leur indépendance économique. Parce que ça freine l'élan néocolonialiste et ça ouvre la voie à des accords mutuellement avantageux avec des partenaires pertinents, des partenaires non occidentaux de préférence, notamment les BRICS. Mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment avec ces États, parce que les anciennes puissances coloniales ou d'autres, il y avait des donnes qui étaient là. Nous, on n'est plus dans ça. On veut rabattre les cartes pour regarder. On veut naturellement que les partenaires qui viennent gagnent, mais qu'en priorité, nos populations gagnent. Et on sait que les ressources sur lesquelles on est assise nous permettent de discuter d'abord pour que ça bénéficie à nos populations. Si d'autres partenaires en bénéficient aussi, c'est tant mieux. 5. Participation au projet géoéconomique multipolaire. En rejoignant des initiatives telles que les BRICS et d'autres plateformes de coopération, l'AES s'intègre dans un ordre économique mondial en mutation. Ce positionnement permet aux Sahéliens, aux pays du Sahel, de diversifier leurs partenariats et de sortir de la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Évidemment, face à tout cet élan de souveraineté, certains pays voisins prennent des positions très ambiguës, très ambivalentes. L'Algérie, par exemple, oui, moi je cite les noms. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce pays fait semblant. Alger évite de s'opposer frontalement à la présence occidentale, notamment celle des États-Unis et de la France, en accueillant des représentants militaires américains sans remettre en cause leur rôle régional. L'Algérie risque d'être l'ennemi déclaré des dynamiques panafricanistes en cours. Déjà qu'actuellement, entre l'Algérie et le Mali, ça ne va pas. Et on sait très bien, si tu es l'ennemi d'un membre de la Confédération des États du Sahel, tu es l'ennemi de tous. L'AES avertit indirectement les nations qui pratiquent cette ambivalence. Elles devraient se rappeler que les puissances occidentales, lorsqu'elles échouent sur un front, comme ça a été le cas en Syrie, sont prêtes à exporter le chaos vers d'autres régions
comme ça a été le cas en Libye. On a encore l'histoire, et ce n'est même pas il y a longtemps, c'est l'histoire de la décennie passée. Ces États qui sont contre l'AES là doivent se demander si leurs partenaires, qui les ont autrefois protégés contre les ingérences étrangères, seront toujours disponibles pour pouvoir intervenir à leur faveur, connaissant leur retournement de veste immédiat. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans ce vidéogramme. Donnez-moi vos analyses en commentaire, partagez-moi vos avis et tout. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, si c'est l'intérêt du pays, même avec le diable, je vais dealer.